Ils étaient jeunes, épris de liberté et prêts à tout pour la préserver. 3 hommes, 3 destins. Ils ont aujourd'hui 95 ans. On était volontaires de guerre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? On se battait. 97 ans. Il y a eu une patrouille qui est tombée dans une embuscade et ils ont tous été tués par une autre formation allemande. Et 102 ans. Il avait sorti sa tête et la balle lui a perforé le crâne. Le casque ne lui a servi à rien. Cette histoire, c'est celle de ces 3 vétérans que j'ai retrouvés, les derniers survivants d'un bataillon d'origine belge venu libérer ma région. Cette histoire, c'est aussi celle de leur chef, dont le nom résonne en Belgique ou en France. Un homme aimé par ses soldats et redouté par ses adversaires. Cette histoire est intimement liée à celle de mon territoire, celui que l'on appelle la Côte Fleurie et le pays d'Auge. Il est à jamais marqué par ce mois d'août 1944, par l'extraordinaire aventure de ces Belges qui ont libéré ma région. Sans le savoir, ils ont créé une passerelle entre la Belgique et la Normandie. Cette histoire est aussi intimement liée à la mienne. Comme ces enfants, j'ai joué à la guerre avec mes amis dans ce bois. Je suis allé à l'école à Villers-sur-Mer, située avenue de la Brigade Piron. J'ai emprunté de nombreuses fois le pont des Belges, entre Deauville et Trouville. Comme moi à leur âge, ces enfants ignorent presque tout de ces traces indélébiles de notre passé récent. Des combats qui s'y sont déroulés, et de tous ces jeunes Belges qui nous ont libérés. Cette histoire, c'est une histoire de la jeunesse. Un peu de la mienne, beaucoup de la nôtre, mais c'est surtout la leur. Cette histoire commence en septembre 1939, au premier jour de la Seconde Guerre mondiale. Elle prend un tournant tragique en mai 1940, lorsque l'Allemagne nazie lance sa guerre éclair à la conquête de ses pays voisins. En Belgique, il ne faut que 18 jours à l'armée allemande pour forcer les autorités à capituler. Le 10 mai 1940, cela évoque pour moi les premières sirènes et les premières alertes au bombardement par avion. Et on a lancé des bombes incendiaires qui sont tombées sur l'église, la grande rue et l'hôpital. Là, c'était réel, c'était vraiment, dès le matin, l'alarme. Mon père était engagé au 3e chasseur ardennais à Wielsam. En 1940, avec le début des hostilités, le 3e chasseur ardennais a été repoussé derrière la Lys, et c'est là que mon père a été fait prisonnier et embarqué en train vers l'Allemagne, dans un camp à Nuremberg. En vérité, ce que j'ai ressenti, moi, lors de la Première Guerre mondiale, en 14-18, j'étais alors un enfant. Mais mon esprit était là-bas, dans cette maudite guerre. Et je me suis dit, un jour, j'irai à la guerre. J'y suis allé parce que je voulais voir. Personne n'aurait pu m'en empêcher. En Normandie, comme partout ailleurs, l'occupation allemande commence. Dès juin 1940. Cabourg, Villers-sur-Mer, Deauville ou Trouville,
les troupes investissent toutes les stations balnéaires de la côte fleurie. En Belgique comme en France, certains décident de collaborer avec l'ennemi. D'autres ont le courage de dire non, de ne pas se résigner, de refuser de capituler et de se tourner vers l'Angleterre pour recouvrer leur liberté. Et alors, d'avoir sorte que tous les jeunes gens de 16 à 35 ans devaient rejoindre le centre de recrutement de l'armée belge. J'avais décidé de partir pour l'Angleterre, puisqu'il y avait des appels du gouvernement belge pour qu'on rejoigne l'Angleterre. Tous les Belges, où qu'ils soient, n'ont qu'une pensée, une volonté, continuer la lutte jusqu'à la victoire. Au mois de juillet, il s'évade avec un copain. C'est donc avec son frère Jacques qu'il a rejoint les forces de Grande-Bretagne au mois de mars 1943. Et on se retrouve comme ça en Écosse, au port de Greenock, d'où on nous transfère par chemin de fer vers Londres. Et là, on nous met à Victoria Patriotic School. Nous sommes montés à bord d'un bateau de guerre, bien sûr. 10 000 soldats, en comptant les Sud-Américains et les Canadiens. Nous sommes arrivés en Angleterre sur un bateau chilien. Nous avons mis presque 10 jours pour y arriver. J'ai vécu à Londres avec tous les bombardements qu'il y a eu. Et puis en 1943, j'ai entendu qu'on avait formé une brigade belge en Angleterre. C'était le centre de formation de l'armée belge à Leamington Spa. L'union fait la force. C'est la devise de la Belgique. Leur force, c'est de vouloir être libres, coûte que coûte. L'union, c'est la pluralité de leur langue, la richesse de leur diversité. Veel Vlamingen, dus jongens over gans Vlaanderen, waren dus als vrijwilliger ook geëngageerd in de Brigade Piron. Zij vertrokken op vrij jonge leeftijd, 16, 17 jaar dikwijls. En via Roeselare en Yper bereikten zij dan Duinkerken, waar zij dan via schip of via zelfs kleine bootjes de oversteek van het kanaal maakten. Dan had u ook jongens uit het Antwerpse, hè? Antwerpen, Limburg, Mechelen. Wel echt een groot aantal Vlamingen die dus zich ook als vrijwilliger aangeboden hebben bij de Belgische strijdkrachten in Engeland. Dans le peloton où j'étais, il y avait bien sûr des gens qui parlaient espagnol, qui parlaient sud-africain, qui venaient d'un peu partout. Il y en a qui parlaient l'australien, comme on dit. Moi, par exemple, mon chef était un adjudant belge qui venait d'une ferme en Australie. Depuis mai 40, des centaines et des centaines de Belges sont arrivés des 4 coins du globe, avec les risques incroyables et les difficultés que l'on peut imaginer pour rejoindre l'Angleterre. En tout, près de 30 langues et autant de pays composent ce contingent d'expatriés. Le First Belgian Group est né. C'est la langue qui variait et les commandements se faisaient en anglais uniquement. Entre nous, on parlait la langue qu'on voulait. Il m'est arrivé de parler l'espagnol. Il m'est arrivé de parler en néerlandais, en français. C'était très soudé, malgré toutes ces langues et tout. Tous n'avaient qu'une seule idée, c'était la libération de la Belgique et, bien entendu, de la France. Et parmi tous ces jeunes Belges venus du monde entier, il y a même des étrangers qui s'étaient volontairement engagés, sud-américains pour la plupart. L'un de ces valeureux, Jorge Sanchez Lenz. Il était venu du Pérou, d'un tout petit village perdu au Pérou. Il s'était présenté à l'ambassade, signé son engagement volontaire. Les paroles de l'ambassadeur furent celles-ci. « Jeunes gens, vous voulez aller à la guerre ?
L'Angleterre ne veut pas de malades. C'est une guerre. Il faut que vous soyez sains. Sains, sains, il l'a répété 3 fois. Les voisins luxembourgeois, eux, n'étaient pas assez nombreux pour former un groupement indépendant. Mais leur détermination était sans faille, malgré la situation de leur pays. Ils avaient dû fuir le Grand-Duché au moment de l'invasion et encore après. Ils faisaient comme nous, ils quittaient le Grand-Duché, mais pour une raison beaucoup plus importante, c'est que le Grand-Duché avait été annexé par l'Allemagne, qu'ils étaient devenus allemands. S'ils étaient faits prisonniers par les Allemands, ils étaient vus comme des Allemands. Ils parlaient aussi un peu la langue allemande. Et c'était une espèce de trahison pour les Allemands. Alors il y a eu un maximum de jeunes luxembourgeois qui ont quitté le pays et ont rejoint, par un accord entre la Belgique et le Grand-Duché, ont rejoint l'artillerie de la brigade Piron, qui était composée de luxembourgeois. Donc dans le peloton de mon père, il y avait Jim Eveling, aussi un ancien légionnaire, qui était luxembourgeois. Il y avait Wehrich, Schentgen. C'est ainsi qu'en fait, on peut dire que la brigade Piron était une brigade belgo-luxembourgeoise, en fait. Tous voulaient se battre contre le nazisme. Au centre de formation anglais, les hommes reçoivent un entraînement militaire exemplaire. Il y a aussi de la bonne humeur, mais aucun soldat n'épargne sa peine. Les exercices se font souvent avec de vrais canons, tirant de vrais obus. Mais c'était vraiment la vie dure et la discipline qui régnait. On n'avait jamais de répit, hein. On n'avait jamais de répit, hein. Le service militaire en Angleterre fut très dur. Il nous arrivait souvent de passer 2 ou 3 jours sans manger, consacrés uniquement à l'entraînement. La préparation en Angleterre fut quelque chose de phénoménal. Là, on a appris le plus important, la base. Un entraînement permanent pour être complètement prêt à aller au front. Oui, ils l'étaient. Et ils le furent. Et avec toute cette somme de courage, de sueur et de détermination, ils sont bientôt enfin prêts pour reconquérir leur cher continent. Depuis fin 1942, ils ont à leur tête ce major dont le nom passera à la postérité. Il ne leur manquait plus qu'un emblème. Vu le caractère de ce chef, ces hommes l'avaient surnommé le Lion. Et très vite, ils se donnèrent un nouveau nom. À fur et à mesure, ils ont commencé à appeler plus les forces belges, mais la brigade Piron. Et les hommes entre eux, ils disaient « Ah oui, c'est Piron, ah, c'est de la brigade Piron. » Et voilà, et comme ça s'est formé, le nom brigade Piron. C'était un commandant qui savait parler aux hommes. Ah, comme ça. Ah. C'était un garçon de Couvin, ça. Un Ardennais. Ben, il avait fait la guerre 14-18 aussi, hein. Le général Piron. Hein. Et donc, après beaucoup d'exercices, de manœuvres, en 1944, il pensait faire partie des troupes de débarquement le 6 juin. Dans la nuit du 5 au 6 juin, nous entendons, le peloton où j'étais, vers 11h du soir, un bruit d'avion immense. Nous sortons tous, on se lève tous et on regarde le ciel. Qu'est-ce qu'on voit? Tout le ciel illuminé par les avions qui passaient. Et on se dit, ça y est, le débarquement va commencer demain. On ne savait pas où, puisque personne ne savait rien, simplement voir des avions qui passaient. Et c'est ainsi que le lendemain, nous avons appris que c'était en Normandie que les Alliés avaient débarqué.
Et puis, quand ils ont su que les Anglais avaient débarqué, tout le monde était triste. Quoi, il n'est pas là? Mais alors, quand même, du fait que nous, on n'était pas assez nombreux, le changement débarquait dès le début août. Le gouvernement britannique ou les Alliés ne voulaient pas engager ces troupes à cause de trop nombreuses pertes. On demande qui va partir en Normandie demain. Et comme un seul homme, tous ceux qui étaient là disent « moi ». Nous voulions aller à la guerre, ne serait-ce que pour voir ce que c'est, la guerre. Et on embarque sur des Liberty Ships, il y en avait 4, tout le matériel, 500 véhicules, tout y était pour partir vers la Normandie. J'étais sur le même Liberty Ship que Piron, avec la 2e compagnie, et il est venu parler avec nous gentiment et tout. Nous prenons le large finalement, on traverse et on arrive au port d'Arromanches, ou ceux qui en restent. Depuis les navires, on y débarque nos véhicules, qui consistaient en Brent-Carrier, en camion Bedford, en tout un matériel fantastique. La brigade, elle avait tout, hein. Quand j'étais jeune, c'était nous la mieux armée de toute l'armée britannique. Et donc l'embarquement et débarquement du gros de la brigade Piron s'est fait entre le 4 et le 7 août. Avant de gagner le lendemain les environs de Salnel, dans lequel des Anglais tenaient le coup depuis le 6 juin, devant la batterie de Merville, qui pouvait prendre d'enfilade les plages de débarquement, du moins les plus proches. La libération de la Belgique passe par la Normandie. Piron et ses hommes attendent leur ordre de mission. Ils veulent en découdre. Ils sont un peu plus de 2000, 60 fois moins que les soldats alliés le jour J. Une poignée d'hommes. On était volontaires de guerre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? On se battait. Donc en phase 2, il y avait la 21e Panzergrenadier SS, qui avait un fortin qui s'appelle le Moulin du Buisson. Et donc de là, il lançait des coups d'obus, de mortier, qui ont fait ravage dans les rangs de la brigade Piron. La ferme du Buisson, vraiment, c'était un lieu qui était une fois aux mains d'Allemands et auquel les Britanniques reprenaient les positions. Et finalement, quand la brigade s'est installée, c'était vraiment le but de s'emparer de cette ferme. Hein. Et ils y ont réussi. Hein. Au matin de ce 16 août 1944, le premier mort de la brigade s'appelle Édouard Gérard. Il avait à peine 20 ans. Les hommes du 5e peloton l'appelaient le Petit Gérard. C'était le plus jeune du peloton. Grâce au travail de la Belgian Film Unit et de ses opérateurs, les exploits de la brigade en Normandie ont été photographiés, filmés. Le colonel Piron, qui discute avec le major Noé. En 3e compagnie, vous voyez ici le caméraman. Le tout premier hameau de la baie de Salnel est libéré. Les premiers Allemands sont tués,
ou fait prisonnier. Nous, on ne peut pas toujours prendre les prisonniers avec nous. Hein. Il fallait foncer à l'arrière. Hein. Les prisonniers, on n'en faisait pas. On en faisait, si vous voulez, mais on ne les prenait pas avec. Et le Péruvien George Sanchez était donc dans le 4e peloton de la 2e compagnie du lieutenant Tabary. J'avais un commandant qui s'appelait Tabary. Il n'était pas un commandant de service ou de bureau. Non. C'était un soldat. Un soldat que je n'oublierai jamais de ma vie. Un homme de caractère. Qui ne lâchait le fusil que quand il n'avait plus de balles. En 1944, Jorge Sanchez avait 27 ans. Le lieutenant Tabary, 20 ans. En plus, il y avait aussi beaucoup de champs de mines, où il y a beaucoup de garçons qui sont tombés. Moi, j'étais dans le génie, j'étais des mineurs. Georges Gabriel avait 20 ans lui aussi en 1944. Le dernier Belge tombé au champ d'honneur en Normandie avait le même âge. Il s'était engagé à 15 ans. Quand je vois à présent ces enfants, quand je me revois à leur âge avec mes amis dans ce bois, nous avions à peine 10 ans. Notre maître d'école nous avait d'ailleurs posé cette question. Et vous, que feriez-vous en temps de guerre? Iriez-vous vous battre pour votre pays? Feriez-vous le sacrifice de vos jeunes années pour la liberté? La nuit, parfois, les Allemands tirent à balles traçantes au-dessus de nous. Mais ça ne dure pas très longtemps, parce que le 17 commence la grande offensive qui doit permettre de passer la Seine. Elle s'appelait Opération Paddle, ce qui signifie paddle, pagaie. Le génie avait d'abord déblayé la route. Le matin et l'après-midi, nous partons en camion bête forte jusqu'à Franceville, plage. Quelques heures plus tard, on a dit qu'il faut continuer vers Merville. Et nous arrivons jusqu'à Merville le 17 août. Et puis alors, ça a été libération qui a commencé. Tout la ville, le village. Donc la compagnie de génie a fait un très grand boulot pour déminer et pour ouvrir aux troupes motorisées de la brigade Piron. On a toujours déminé pour les tanks, savoir passer, il y a des passages, quoi, pour savoir attaquer. Hein. Mais nous, on était toujours en première ligne. Toujours la première ligne. Et puis, ils ont ouvert le chemin vers Franceville, Cabourg. Cabourg était une ville vide. Une vingtaine d'habitants étaient restés pour garder les lieux. Ils ont traversé la Dive. Ce pont sur la Dive, détruit par les Allemands, n'arrête pas les Belges et leur rage de vaincre. Il fut reconstruit et 72 ans après, il fut baptisé du nom de Brigade Piron. Ils ont passé Ulgat pour monter vers les hauteurs d'Auberville.
Les armes sonnaient du matin jusqu'au soir. Ça tirait de partout. Par-ci, par-là, de toutes parts. Six hommes donc, de la première section du 5e peloton du lieutenant Schmitz sont tombés sous les balles. Malgré les morts et les blessés, l'opération Paddle continue, coûte que coûte. L'infanterie remonte la côte fleurie en direction de l'embouchure de la Seine. Mais après, là, Villers, c'était la première ville d'importance où les habitants étaient restés, où un accueil nous a été réservé, inoubliable aussi. Et où le curé avait prêché pendant qu'ils entendaient les bombardements. Le curé avait prêché devant une église pleine en demandant d'épargner la ville, ce qui fut fait. Puisque les Allemands s'étaient retirés, il n'y avait aucune raison de tirer encore. Il est né le 24 janvier 1917. Il s'est enfui de chez lui à l'âge de 12 ans, pour échapper à un père alcoolique et violent. Il a d'abord vendu des journaux, puis travaillé comme gardien de chevaux dans un hippodrome près de Lima, la capitale péruvienne. C'est en 1942 que son meilleur ami l'a convaincu de quitter les écuries et de s'enrôler comme volontaire dans l'armée belge. Moi, il m'appelait le noir. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien de noir, mais j'avais les cheveux complètement noirs. J'étais peut-être le seul comme ça du groupe. Et quand on allait en patrouille avec lui, il se mettait toujours devant moi. Et j'avais inouï, inimaginable. Il aurait attendu le souris courir dans l'herbe. Et il voyait clair comme un chat. Hein. J'avais une bonne vue et j'étais bon tireur. Ah, il nous a sauvé beaucoup, hein, ce garçon-là. Ah ouais. Jamais je n'ai eu peur. L'un d'eux m'a demandé « Et toi alors, tu n'as jamais peur ?» Non, parce que je ne pense à personne. Je suis un homme complètement seul. Je suis tout seul ici. Je n'ai que mon fusil pour tuer le premier qui montre sa tête. Et je surveille la mienne. Ils s'appelaient Uresh, Frankot et Algout. Ils étaient les 3 opérateurs caméra chargés de filmer les faits d'armes au péril de leur vie, d'immortaliser les hommes de la brigade. Pour les actualités,
pour la postérité. Dans l'organisation de l'armée, il y a une compagnie qui avance, l'autre attend, puis c'est l'autre qui avance, et puis c'est la troisième qui avance. Nous ne voyons pas tout, nous ne voyons que la partie où nous sommes. On avançait toujours, hein. Rien à faire. Hein. C'était donc une brigade rapide, comme on est constitué à l'époque. Nous étions en mesure d'avancer très rapidement. Et la partie entre Villers et Deauville, j'ai pas vu grand-chose. Hein. On était en deux colonnes, une colonne à l'intérieur et une colonne le long de... Nous, on était le long de la mer. L'escadron blindé qui était sur la 6th Airborne Division se trouvait sur l'axe de Troarn, Dozulé, Pont-l'Évêque et Pont-de-Mer. Le 20 août, alors que sur la côte fleurie, les hommes de Piron progressent, l'escadron blindé est provisoirement scindé de la brigade en plein cœur du pays d'Auge. Les voltigeurs avancent. Les colonnes démarrent. Le scout-car les couvre. En face, il reste des poches de résistance allemande. Dans les villes, les villages, au milieu du bocage normand. Des petites troupes de soldats qui tiennent à tout prix, avec un seul but, retenir l'avancée alliée avant que leur renfort n'arrive. Dozulé est libéré le 21 août. Le 23, les Belges reprennent Tourgéville, Blonville et Bénerville. Tandis que les blindés filent vers Pont-de-Mer, une jonction s'établit à Saint-Arnoux, puis à Deauville, le long de la Touques. Nous arrivons à Deauville, et là on nous dit « faut vous planquer derrière les maisons parce qu'il y a encore des tirailleurs allemands en face à Trouville qui empêchent de passer ». Là, on a eu le bataille qui arrive, hein, entre Deauville et Trouville. Là. À la guerre, on vient avec son fusil pour tuer. Et ceux en face, ils ont aussi un fusil pour te tuer toi.
Alors, fais attention à toi et oublie la peur que tu ressens. Cette peur, c'est pour ceux qui sont restés. Toi, tu es venu ici pour mourir. C'est pour ça que tu as ce fusil et que l'autre en face en a 2 pour toi. Deux soldats tombèrent ce jour-là, sur les bords de la Touques. En tout, l'opération Paddle en Normandie a coûté la vie à 27 Belges. Mais cette bataille entre Deauville et Trouville a laissé une autre trace. Ce passage entre 2 rives, comme un symbole de l'union belge et normande. Et nous nous trouvons devant un pont détruit 2-3 jours plus tôt. Je me souviens d'avoir descendu le pont jusqu'en bas, à marée basse, avec le sac au dos. Et nous partons vers Honfleur. Et là, on est attrapé par la foule immense. Tous les gens d'Honfleur étaient dans la rue. Tous nos autres pelotons étaient déjà dans la ville depuis l'aube. Et nous arrivons là, à notre tour, vers le quai. À cette époque déjà, c'est la jeunesse normande qui rend hommage à nos libérateurs. La petite Suzette, 8 ans, déguisée en alsacienne pour symboliser les provinces perdues, récite au colonel Piron ces quelques vers, écrits pour l'occasion. Je vous offre ces fleurs, humble bouquet normand, cueillis dans les jardins à la ronde. Vous avez écrasé le barbare allemand et vous avez sauvé la liberté du monde. Et nous quittons Honfleur avant midi. Le colonel Piron reprend le chemin des batailles. Il faut encore traverser la Seine et continuer les combats. Car l'objectif qui leur tient tous à cœur, c'est de revoir leur famille, de libérer leur pays. Nous sommes même soulagés quand les Allemands sont partis de Caen. Parce qu'ils étaient encore toujours à Caen, quand nous, on avait libéré Honfleur, hein, d'ailleurs. Mais alors, on a reçu ordre de contre-ordre qu'on devait continuer à passer la Seine. On passait la Seine avec tous nos véhicules. Pendant la nuit, j'ai des pontons. Et continuer donc dans la trace des Britanniques pour aller libérer Bruxelles. Nous entrons à Bruxelles par la chaussée de Mons, à Anderlecht. Nous sommes envoyés par la foule qui monte sur les camions, sur les pare-chocs, qui nous embrasse, qui nous offre à boire, qui nous offre des fruits. C'est indescriptible ce qui se passe ce jour-là. C'est ainsi que je peux rentrer en surprise chez moi pour retrouver la famille. C'est un très grand souvenir aussi. Ils ne s'attendaient pas à me voir arriver aussi vite, parce qu'ils savaient que j'étais en Angleterre, mais ils ne s'attendaient pas à me voir arriver aussi vite. Si les Américains ne lancent pas leur bombe atomique, sur le Japon, on partait pour le Japon. Tout le matériel était chargé déjà sur les bateaux à Hambourg. La guerre était finie ici, par ici. Hein. Ouais. S'ils ne capitulent pas, là, ils sont partis encore pour le Japon. Les épreuves que nous avions passées retrouvaient là leur plus belle récompense et la réalisation de ce pourquoi nous étions d'allure partis.
Mais quand les Allemands ont capitulé, on était vraiment en juste dedans. Et là, j'avais vécu 5 ans et demi. Tout ce qu'il y avait. C'est plus qu'une partie de leur jeunesse qu'ils ont laissée dans cette guerre. C'est beaucoup d'eux-mêmes qui restent à jamais en Normandie. La brigade Piron, c'était une fraternité d'armes, un esprit de corps, une famille. C'était très soudé. Je crois que cette soudure est due à Piron qui avait su vraiment organiser. Il avait pu disperser les gens. Il n'y avait pas des groupes espagnols ni d'anglophones. Non, tout le monde était mélangé. Cela créait une certaine force. La brigade Piron a été de tous les côtés en première ligne. Des morts par-ci, des morts par-là. C'est ça la guerre. On ne peut pas l'éviter. La guerre, la vraie, c'est malheureusement ça. Quand on est enfant, on ne se l'imagine pas, on ne se figure pas. On tire pour de faux, on fait semblant, on se relève. La Normandie, elle aussi, s'est relevée. Elle a pansé ses plaies et n'a jamais oublié. Comme tous les ans depuis la fin de la Seconde Guerre, nos libérateurs sont acclamés, remerciés. De Cabourg à Trouville, de Dozulé à Honfleur, on connaît le lourd tribut que l'on doit à la brigade Piron. À Salanel, donc, jusqu'à Honfleur, c'était vraiment à bras ouverts que les Belges étaient reçus, hein, par cette population très chaleureuse, cette population normande qui nous tient tous très fort à cœur. Hein. Et aujourd'hui encore, c'est bien plus que de la gratitude que nous leur devons. Les Belges tiennent une place vraiment à part dans le cœur des Normands. Chaque année, vers la fin du mois d'août, la brigade Piron est mise à l'honneur dans toutes les communes de l'opération Paddle. Entre la Belgique et la Normandie, c'est une histoire de cœur qui dure depuis 1944. Je nourris pour la Normandie vraiment une affection que l'on n'a pas pour d'autres villes où l'on n'a pas eu cette vie, ces événements, où on n'a pas vécu tout cela. Maintenant, ils me reçoent à bras ouverts, avec une pure gentillesse. Et ils me disent « Merci, monsieur, je suis vivant ». Et c'est la vérité. Dans chaque village, combien en reste-t-il encore qui ont vécu ça? 5? 10? C'est inimaginable. Dans le plus petit village où nous sommes passés, il y a au moins un petit monument. Ou une place Brigade Piron, ou une rue Brigade Piron. Hein. Vous ne trouvez pas ça ici en Belgique. Hein. En France, on a toujours été bien reconnu. En Normandie, ça, on a toujours bien vu. Malheureusement, la Belgique, il n'y a pas de mots pour ça, pour expliquer vraiment cette gratitude de la population normande. Hein. Et ce pont, le passage obligé entre Deauville et Trouville. Comme moi, depuis des décennies, des millions de piétons et d'automobilistes l'ont emprunté, sans forcément savoir
Il avait été détruit par les Allemands dans la nuit du 22 août 1944 pour ralentir l'avancée des Alliés. Il fut reconstruit et le 29 juin 1952, en présence du colonel Piron, il fut baptisé le Pont des Belges. Août 2019. Comme presque tous les ans, Jean Martial a fait le déplacement malgré ses 97 ans. Jorge Sanchez, 102 ans, n'avait jamais revu la terre de Normandie depuis 75 ans. Et comme tous les ans, ce sont les jeunes générations qui contribuent également au travail de mémoire. Temps d'une poignée de main, le Pont des Belges reprend son ancien nom, le Pont de l'Union. Nous sommes tous nés ici, dans le même monde. Ce monde qui nous a vus naître. Et on voudrait s'entretuer. Nous sommes tous frères. Les vétérans comme nous, s'il y en a encore 2 ou 3, je crois que je suis déjà plus. Et la brigade Piron est vraiment un symbole d'unité du pays. On ne peut pas oublier tout leur sacrifice. Ce qui est formidable, quand je me rappelle de ces terribles années, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tous les souvenirs qui reviennent comme ça. Ma jeunesse. Mais je ne regrette rien, vous savez. Je pense que j'ai fait le bon choix. C'était ce que je vais faire. Si je vais recommencer, je recommence. Si je vais encore recommencer, je recommence. Ah oui. Voilà. Je partirai lorsque Dieu le voudra. Mais sans aucune blessure. Merci, Seigneur. Merci. J'ai libéré beaucoup de personnes. Et je suis fier. À présent, les traces des combats ont laissé place aux hommages, aux plaques commémoratives. Toutes ces marques en l'honneur de nos libérateurs. Celles qui m'accompagnent depuis mon enfance, celles qui jalonnent mes paysages et qui façonnent notre territoire. Comme nous tous, je suis porteur de cette mémoire. Comme nous tous, je suis gardien de sa transmission, de génération en génération. Et quand je vois ce pont, comme un trait d'union entre nos deux pays, je suis convaincu que cette fraternité qui lie la Belgique à la Normandie ne s'éteindra jamais. Et quand je vois ces enfants qui leur rendent hommage des années plus tard, alors les hommes de la brigade Piron, où qu'ils soient, peuvent être en paix.